À la recherche de la tradition. Une émission de Louis Calafert avec la participation de Bernard Douairet. Bernard Douairet, nous voici une fois de plus devant le micro de Recherche de la tradition et comme il est de tradition, tous les 15 jours, nous donnons un petit coup d'œil aux livres qui ont paru récemment ou il y a longtemps, car dans ce domaine de l'édition... Tout est actuel. Tout est actuel, oui, tout reste actuel de toute façon, puisqu'il s'agit de la tradition, et puis que par ailleurs, il faut bien le dire, on ne publie pas au rythme auquel on publie par exemple des romans. Par exemple. Alors, nous avons parlé, il y a une quinzaine, je crois, vous aviez déjà parlé de Paracelse. Et puis, vous aviez cité quelques ouvrages importants de Paracelse. Et puis, il se trouve que notre émission elle-même porte sur Paracelse depuis une semaine, je crois. Oui. Et vous avez apporté aujourd'hui un autre ouvrage de Paracelse dont vous pensez qu'il est utile de dire quelques mots. Oui, c'est cela. On avait parlé il y a donc 15 jours. 15 jours, puisque c'est tous les 15 jours. C'est cela. Et nous avions signalé d'abord deux ouvrages de critique portant sur Paracelse, oui. L'un de Pagel et l'autre de Coiré. Et puis, j'avais attiré l'attention de nos auditeurs sur au moins une traduction en français de Paracelse. C'est un des chapitres de son Paragranum de l'art alchimique, de l'alchimie. Et je voudrais aujourd'hui, pour être plus complet, attirer l'attention sur un autre ouvrage en français de Paracelse. Je souligne en français parce que c'est justement une des commodités de la chose. Bien sûr, de Paracelse sont pas très faciles, je veux dire, à atteindre. Il s'agit de l'ouvrage intitulé « Les 7 livres de l'archidoxe magique », traduit en français, précédé d'une introduction et d'une préface par le docteur Marc Aven. Cet ouvrage avait été publié avant 1914 et il a été réédité en 1960 aux éditions Niclos, 34 rue Saint-Jacques, à Paris. Bon, nous rappellerons d'ailleurs à la fin de votre petite chronique, nous rappellerons le nom de l'éditeur. Alors, cet ouvrage est intéressant parce qu'il n'est pas simplement un extrait, comme le précédent que nous avions signalé, de l'alchimie, mais il forme un tout cohérent. Et c'est surtout un ouvrage, disons, pratique, dans lequel Paracelse établit différents sceaux, différents talismans, si vous voulez, les uns destinés à corriger certaines maladies, et les autres étant les sceaux que l'on attribue classiquement, si je peux dire, aux planètes d'une part, et d'autre part aux différents signes du zodiaque. Voilà. Alors, il indique des recettes pour fabriquer certains médicaments, mais ces recettes tiennent compte en même temps de la position astrologique du moment. Nous y reviendrons d'ailleurs quand on développera sa pensée, et tiennent compte également du thème astrologique du malade lui-même et de la première apparition de sa maladie. Les autres sceaux sont destinés à devenir des sortes de médailles dont les métaux sont choisis en correspondance évidemment avec le sujet et puis la planète ou bien le signe zodiacal, et ils sont gravés de différents signes, soit français, soit latin, soit kabbalistiques, et de différentes figures ou signatures dont évidemment Paracelse ne donne pas l'origine, mais dont on retrouve d'ailleurs des équivalences chez Cornelius Agrippa, que nous avons parlé, signalé, nous avons parlé de sa philosophie occulte, que l'on peut retrouver également chez un Martinez de Pasquali d'autre part. L'ouvrage est d'autre part précédé d'une introduction par le docteur Marc Aven, qui n'est pas une étude biographique, c'est une présentation rapide de Paracelse, un tour d'horizon de sa pensée. Il insiste sur le côté unitif de la démarche paracelsienne. Il insiste d'autre part, mieux certainement que Pagel ou Coiré, sur la verticalité, si je peux dire, de Paracelse. Je veux dire par là sur le côté purement ésotérique ou initiatique de la pensée de Paracelse, alors que Coiré et Pagel voient Paracelse surtout à travers l'histoire de la science ou l'histoire de la philosophie, et à travers une éducation universitaire et rationaliste qui les prédispose peu, si vous voulez, à se montrer compréhensifs à l'égard de certains aspects qui ne sont pas particuliers chez Paracelse, mais qui sont certainement au contraire au cœur de sa pensée.
Il est agréable, d'autre part, de rappeler encore que cette préface est de Marc Aven, puisque sous ce pseudonyme se cache un Lyonnais qui est mort depuis bien des années maintenant, enfin qui fut une des grandes figures de la tradition à Lyon avant, en 1914. Il était le gendre de ce maître Philippe dont nous avons eu souvent l'occasion de parler à ce micro de recherche de la tradition. Bon, eh bien, Bernard Douéret, je vous remercie. Nous allons tout simplement rappeler le titre de l'ouvrage, les 7 livres de l'archidoxe magique. Et alors, pour les auditeurs que cela intéresse particulièrement, on va donner le nom de l'édition. Ce sont les éditions Nicklaus, qui se tiennent 34 rue Saint-Jacques, à Paris, dans le 5e. Voilà, disons tout de même, enfin, nous donnons le nom complet, enfin l'adresse complète de l'éditeur, disons tout de même que ça se trouve aussi dans les librairies. Oui. C'est édité en 1960, puis enfin, je pense que ce ne sont pas le genre d'ouvrages qui disparaissent très vite des arrière-fonds des librairies. Bon, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, mais enfin, ça c'est la recherche du bibliophile. Alors j'en profite pour dire à nos auditeurs que nous nous tenons à leur disposition pour toute bibliographie, adresse d'éditeur, etc. Ils peuvent nous écrire Recherche de la tradition, ORTF 47 cours Gambetta, Lyon. Cela dit, Bernard Douéret, nous allons ne pas changer de sujet puisqu'il s'agit de Paracelse et que nous avons commencé la semaine dernière à parler de lui, de sa philosophie, de sa personne plus précisément. Et nous allons continuer, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser la parole puisque c'est vous qui animez entièrement cette émission. Nos auditeurs s'en rendent compte et avec beaucoup d'intérêt pour eux et pour moi. Non, vous faites des gestes de modestie, mais en vérité, c'est absolument exact. Alors, si vous voulez, je vais vous laisser tout de suite entamer ce qui va être la suite de cette émission dont nous avons commencé la semaine dernière, le détail en ce qui concerne Paracelse. Oui, eh bien, la semaine dernière, nous avions commencé à tracer une biographie de Paracelse. Je rappelle ses dates, comme on dit, 1493-1541, ce qui le situe donc dans le siècle de la Renaissance et de la Réforme. Détail qui n'est pas sans importance, comme nous verrons tout à l'heure. Et j'avais également expliqué pourquoi il semblait intéressant pour Paracelse de tracer, ne serait-ce qu'à grands traits, sa biographie. Elle est en effet en elle-même un véritable roman, et puis peut-être aussi elle est le signe d'une vie un petit peu hors série, donc d'un esprit qui lui aussi est un peu hors série. Alors nous avions dit simplement qu'il était né en Suisse allemande, à Einsiedeln, d'une famille allemande émigrée. J'avais brièvement parlé de son enfance et de l'influence qu'avait eue sur lui son père, qui était un médecin, et également l'influence sur lui de ses promenades dans la campagne et de ses promenades également dans des mines où il a pris certainement, il le dit lui-même, le goût pour l'alchimie, la transformation des métaux qu'il considère bien sûr comme des espèces vivantes et non pas comme des espèces inertes. Alors, ces études sont un petit peu particulières parce que, je parle dans sa jeunesse, évidemment, il a couru certaines universités intéressantes à son époque, Vienne vraisemblablement, Ferrare en Italie certainement, mais il n'a jamais acquis, je le rappelle, le diplôme précis de docteur en médecine. Il préférait de loin s'intéresser aux chirurgiens qui étaient à l'époque le barbier en même temps, enfin celui qui osait toucher le malade, le médecin se contentant de l'examiner et de loin et de prescrire. Mais toutes interventions scalpel en main étaient faites par le chirurgien qui souvent avait ainsi une connaissance anatomique beaucoup plus réelle que le médecin. Oui, c'était l'expérience directe. Exactement, ce qui fait sur le cobaye. Osons le dire peut-être. Oui, et ce qui fait que Paracelse aura toujours une grande hargne à l'égard des médecins qui l'accusent de pratiquer un art entièrement théorique, qui n'est même pas un art, c'est-à-dire même pas une pratique. Sûr. Alors, il voyage donc énormément. On le retrouve en Hollande, au Danemark, en Prusse, en Russie, dans le Proche-Orient certainement aussi. Et il s'instruit au contact de tout ce qu'il peut rencontrer. On a l'impression d'un esprit extrêmement libre. C'est l'autodidacte, ouvert, autodidacte. Oui, c'est ça. Oui, c'est le mot. Enfin, en dépit juste. Même d'études. Oui, c'est ça. Elles sont discontinues, de toute façon, ces études universitaires. Oui, c'est une espèce d'autodidacte qui reste à l'écoute de tout ce qu'il peut apprendre. On a l'impression qu'il ne refuse rien et que, d'autre part, se contente jamais d'entendre ce qu'on lui dit, mais immédiatement, il essaie de le pratiquer, de l'expérimenter pour voir ce que ça donne, si ça marche ou si ça ne marche pas. Et de là, ces violentes diatribes qu'il lance contre les médecins de son époque
Et je ne veux pas résister au plaisir d'en lire un bien petit sûr, passage, parce qu'en même temps, ça donne le ton de beaucoup de ses écrits, et puis cela montre également un des aspects très importants de son caractère. Ce passage est extrait d'un ouvrage que nous avons signalé, de l'alchimie. Il dit ceci, en s'adressant ainsi aux médecins et au public. Considérez bien ces choses en vous-même et recherchez curieusement. Et alors vous connaîtrez et jugerez facilement pour quelle cause les médecins me haïssent, me calomnient, me persécutent. Combien que tout cela ne soit rien en la médecine, étant un accident assez ordinaire, et pourtant le blâme ne doit offenser l'homme de bien. Car les médecins sont pires l'un envers l'autre que les maquereaux, et par certaines envies qu'ils ont inséparables de leur profession, ils se blasonnent et invectivent l'un l'autre, ne s'accordant jamais en leurs consultations et avis particuliers, ce qui doit, ce me semble, assez faire voir la fraude et fausseté de leur doctrine. Ils s'envient et haïssent l'un l'autre, et chacun tâche de supplanter son compagnon par détraction ou autrement, et font gloire par leur artifice si par ce moyen ils peuvent nuire l'un à l'autre. Ainsi sont-ils gouvernés par le diable, duquel ils subsistent et se maintiennent. De ceci n'en doutez aucunement, car les divers meurtres et homicides et bourrèlements et tant de pertes qu'ils font journellement parmi les hommes par leurs saignées, purgations, cautérisations, brûlements, incisions et autres impertinents remèdes par lesquels les cimetières sont remplis et les hôpitaux aussi, témoignent assez de leurs fruits et de quelle part ils viennent. Car certainement ces cruautés ne procèdent point de la main de Dieu, qui serait injuste s'il n'avait établi sur la terre une médecine certaine pour les hommes. Bon, nous laissons à Paracels la responsabilité de ces déclarations. Mais enfin, là, on retrouve la haine des médecins qu'on va retrouver encore plus tard chez Molière. Oui, exactement, et qu'on voit déjà au XVIe siècle, effectivement. C'est pamphlétaire, quoi. C'est très pamphlétaire. Il se vante même, dans un autre passage, d'avoir poussé jusqu'à son extrême l'art de mettre les gens en colère. De façon à les faire déborder hors d'eux-mêmes, et c'était peut-être pour lui une sorte de tactique pour éliminer les humeurs. Oui, et puis pour que leur absurdité éclate, si vous voulez, de l'intérieur. Enfin, voilà l'homme, si vous voulez, tel qu'il est, et cela va lui valoir, évidemment... a priori, il est assez sympathique, quoi. Il faut dire ce qui est, parce qu'il y a une espèce de vigueur qui fait que ça n'est pas n'importe qui, quoi. C'est absolument certain, oui. Alors, tous les endroits dans lesquels il va passer, on n'ose pas dire rester. Ce qui ne reste pas. Oh, il reste à peu près jamais. Soit par son humeur à lui, qui est assez nomade, soit par d'autres nécessités peut-être, soit également parce qu'on... Des nécessités de fuir, quoi. On le fait fuir, on le flanque à la porte, on le poursuit. Alors le schéma est à peu près toujours le même, il arrive plein de bonnes dispositions, il soigne, il guérit très souvent, il a beaucoup de succès, il s'attire évidemment des jalousies, il excite ses jalousies en couvrant ses adversaires de pamphlets et de diatribes, et comme en général ce sont des gens bien en place, eh bien, ils réussissent à le mettre dehors. Alors, tous les gens... tireur, quoi. Oui, c'est ça, et tous les gens qui l'ont connu se partagent en gros en deux, car il ne laisse au fond personne indifférent de son époque. Ceux qui lui sont extrêmement reconnaissants à cause de sa générosité, car il était extrêmement généreux, extrêmement bon, de son habileté d'autre part, et ceux qui lui vouent une haine terrible parce qu'ils mettent en cause leur profession, leur académie, leur université, etc. Les fondements même de la bonne société médicale. Là, on sent justement ce qu'il y a, le pouvoir de renaissance, alors là vraiment dans un sens très profond, qui émane d'un homme comme Paracels, et qui fait que nous allons le retrouver quand nous étudierons sa pensée et ses travaux, à l'orée de quantité de lignes de recherche qu'on utilise et qu'on exploite encore à notre époque. Alors, je veux dire quelques mots rapidement sur ces pérégrinations, ces nombreux avatars. Vous allez voir d'ailleurs que ça se déroule à un rythme extrêmement rapide. En 1524-25, non pas 2 ans, mais quelques mois à cheval sur les 2 années, il est à Salzbourg. En 1526-27, il est à Strasbourg, où il est d'ailleurs extrêmement populaire, mais où il ne peut pas rester très longtemps. Alors on l'appelle à Bâle. À Bâle, il soigne l'éditeur Froben, un des grands éditeurs de la Renaissance, et il réussit à le guérir. Du coup, grâce à l'appui des Froben, on le nomme médecin municipal, bien qu'il n'ait pas le titre de docteur, et malgré l'opposition de la faculté du coin, si j'ose dire. Alors, il y reste et il va fonder sa propre école
Dans un magistral feu de joie, il va brûler publiquement les livres d'Avicenne, d'Hippocrate et de Galien pour signifier leur inanité à ses yeux. Il va attaquer l'Académie. L'Académie va déléguer auprès de lui un magistrat chargé de l'arrêter et de le sermonner. Il va injurier le magistrat, la magistrature et la justice humaine. Enfin bref, il ne devra là encore son salut qu'à la fuite. Il sera obligé de disparaître rapidement de Bâle. Alors on le rencontre ensuite à Colmar, on le rencontre à Esslingen. Il se fait fermer les portes de Nuremberg pour avoir réussi à trop bien soigner quelques lépreux. Il y avait une quinzaine de lépreux. Il réussit à atténuer le mal de 9 d'entre eux et à diminuer leur douleur. Alors on le renvoie. Une autre cause de son renvoi, d'ailleurs de Nuremberg, c'est qu'il se met à attaquer à ce moment-là les luthériens qui étaient très en place à Nuremberg. Oui. Il avait jusque-là eu des sympathies pour le mouvement de la réforme, si vous voulez, comme beaucoup d'humanistes ou d'esprits éclairés du XVIe siècle, et comme beaucoup de ces mêmes esprits, quand il s'aperçoit qu'au lieu d'une réforme, eh bien, on aboutit à une scission, et que d'autre part, les réformés, finalement, cèdent aux mêmes appétits de puissance que ceux qu'on pouvait reprocher à l'Église catholique, eh bien, Paracelse se met à attaquer les luthériens avec la... C'est impur. C'est impur, c'est un homme très droit. Il se met à attaquer les luthériens avec autant de faconde qu'il avait attaqué les catholiques. Et évidemment, il ne lui reste plus grand sympathisant assis entre ces deux chaises-là. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu, enfin peu appropriée, mais puisqu'il n'était pas officiellement médecin, bien qu'ayant fait des études, est-ce qu'on peut l'apparenter enfin à ce qu'on appelle aujourd'hui un guérisseur enfin? Oh, il est beaucoup de choses. Il avait tellement de procédés divers pour soigner que... Il est à la fois médecin et guérisseur et magiste, si vous voulez, par l'usage, par exemple, de ces sceaux et talismans auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Nous reviendrons d'ailleurs sur ces méthodes utilisées par Paracelse. Alors nous continuons de le suivre. Alors on continue à le suivre, donc il vient de renvoyer à dos et les luthériens et les papistes. Il va se retirer quelques mois à Beratshausen, où il va publier d'ailleurs différents ouvrages, en particulier ce traité de la syphilis qui introduit le traitement de la syphilis par les sels de mercure. Et d'ailleurs, il faut dire que malgré cette vie extrêmement agitée et instable qui est la sienne, il compose des ouvrages qui sont très vastes par leur dimension et très profonds d'autre part, comme à ce moment-là, presque en même moment que le traité de la syphilis, le Paragranum, qui est, dit-il, le livre des 4 colonnes sur lesquelles repose l'art de médecine. Et ça va éclairer un petit peu, déjà donner une réponse à ce que vous demandiez à l'instant, qu'à l'affaire. Ces 4 colonnes de l'art de la médecine sont pour lui la philosophie naturelle, l'astronomie, c'est autant astrologie qu'astronomie, l'alchimie et la science des vertus. La science des vertus des plantes ou des minéraux, c'est-à-dire un petit peu la science des signatures, si vous voulez, des pouvoirs secrets des minéraux aussi bien que des végétaux. À Saint-Gall, un petit peu plus loin et un petit peu après, il achève son œuvre majeure qu'il appelle l'Opus Paramirum, l'œuvre qui est au-delà des merveilles. Il va ensuite vagabonder en Suisse, en particulier à Appenzell, où il vit au milieu des paysans et dans un état à peu près aussi misérable qu'eux. D'ailleurs, on signale souvent qu'il se présente à l'entrée des villes dans un état locteux. Mais c'est la question que j'allais vous poser. De quoi vivait-il finalement? Il vit en principe de l'exercice de sa médecine ou de sa chirurgie, mais comme d'autre part... il peut peu l'exercer, quoi. Il l'exerce peu. D'autre part, il est peu porté à en tirer ni vanité ni des bénéfices. Surtout pas des bénéfices, et très souvent il ne fait pas payer ses clients quand il voit qu'ils ne le peuvent pas. Alors il a une vie matérielle, si vous voulez, précaire, qui est extrêmement précaire. C'est à ce moment-là, au milieu de ces paysans, et alors qu'il est lui-même réduit à un état proche de la mendicité, au fond, qu'il écrit son ouvrage de la maladie des mineurs, qui est un des premiers ouvrages d'étude d'une maladie professionnelle. Là encore, c'est vraiment une très très grande nouveauté. À Saint-Moritz, il étudie les propriétés des eaux minérales et le thermalisme. C'est encore un des premiers qui se soit préoccupé de cela. On le retrouve ensuite à Ulm, puis à Augsbourg. On le retrouve en Bohême, où il publie sa philosophie sagax des mondes supérieurs et inférieurs. On le rencontre à Vienne, on le rencontre à Presbourg. Presbourg, c'est une de ses dernières grandes aventures. Là, il avait été très très bien accueilli, très largement et très richement. Enfin bref, il s'apprêtait à recevoir
couronnement. Un couronnement au moins matériel, si vous voulez, qui allait tout de même lui permettre de terminer sa vie, parce qu'il est déjà plus très jeune, de terminer sa vie au moins dans une relative aisance, oui. Ou au moins dans la tranquillité, oui. Alors il trouve le moyen à ce moment-là de se mettre en difficulté avec le trésor de l'endroit qui lui cherchait des noises, et comme il n'est pas l'homme des transitions ni des compromis, ben, il repart aussi pauvre qu'avant et avec quelques bons ennemis de plus. Oui, c'est curieux. C'est un personnage très tranchant, très exceptionnel, et qui a une espèce d'horreur de tout conformisme, et dont la franchise, si vous voulez, est extrême. Le coupe de la société. De la société. Est-ce que c'est enfin, tous ces travaux qui étaient publiés, enfin, étaient certainement lus tout de même par le monde médical de l'époque? Oui, mais d'ailleurs, il a eu une influence. Il a eu toujours de très nombreux disciples. Il y en a eu d'ailleurs. Comme il est un peu de règle finalement dans ce domaine-là, il en a eu certainement encore davantage après sa mort que de son vivant. Parce que de son vivant, il y a ce côté un petit peu vagabond, si vous voulez, de son personnage, qui a pu irriter les bons bourgeois en place, vous voyez. Et puis cette diatribe, cet esprit de hargne qu'il habite, et tout cela évidemment faisait qu'il avait une étoffe, si vous voulez, un peu rude et qui pouvait évidemment facilement irriter et déplaire. Ça, c'est incontestable. N'empêche que malgré ça, il a de nombreux disciples, et je vous dis, surtout après sa mort. C'est vraiment un homme qui parcourt son siècle en zigzag, comme une espèce de feu qui court à travers l'Europe. Vraiment un homme extraordinaire. Alors, nous arrivons ainsi à ces dernières années, à sa mort même. Il est appelé par l'évêque de Salzbourg. Vous voyez qu'il y avait tout de même des gens qui savaient le reconnaître, au-delà de tout cet extérieur. Et c'est en route pour Salzbourg qu'il tombe malade. Il mourra à Strasbourg le 24 septembre 1541, ayant légué tous ses biens, qui ne devaient pas être énormes d'ailleurs, je crains, aux pauvres. C'est d'ailleurs une conclusion, si vous voulez, très en accord avec le personnage. Avec sa vie. Vous voyez, c'est cet esprit de charité, cette flamme qui l'habite, ce vagabondage, il meurt en route, si vous voulez. Il meurt en action, car au fond, je crois qu'il y a cela aussi chez lui. Il y a le fait que c'est d'abord un homme d'action. Et il se défie de toute théorie parce que pour lui, ne compte d'abord que les faits. Et ces ouvrages sont difficiles à lire parce que les faits dont il a envie de parler ne sont pas toujours d'un exposé commode. Facile, oui. D'autre part, il refuse d'écrire en latin et très souvent il écrit en allemand parce qu'il veut que ses ouvrages soient vulgarisés, popularisés, diffusés, oui. Et alors l'allemand ne se prête pas toujours, à cette époque-là surtout, à des exposés un peu techniques. Alors il emploie les mots dans un sens un peu particulier, il les mêle de mots latins plus ou moins germanisés. Enfin, ça fait une langue au total qui est assez complexe. Oui. Enfin, sa pensée elle-même est très bouillonnante, si vous voulez, et elle n'a pas toujours une clarté qui s'impose de soi, si vous voulez. Je vais peut-être anticiper un petit peu sur ce que vous allez nous dire dans cette émission ou dans une prochaine, Bernard Douéret, mais est-ce qu'on peut remarquer, enfin aujourd'hui, une influence de Paracelse sur la médecine moderne? Oui, ben ça, je pense que nous y c'est un chapitre c'est un chapitre qui paraît tout de même assez important, d'autant plus que c'est un de ceux sur lesquels l'histoire de la science et la science moderne insiste le plus. Alors je pense que nous en parlerons plus en détail, mais effectivement il y a une influence qui est très importante. On ne peut pas parler de l'histoire de la science actuelle et surtout de la médecine ou de la chimiothérapie sans citer Paracelse, incontestablement. Eh bien, ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui, c'est surtout une biographie d'ensemble du personnage. Et j'espère qu'à travers cette biographie, même un peu rapide, nos auditeurs auront pu en même temps se donner une idée du caractère, du tempérament même, dirons-nous, de Paracelse. Oui, ça me paraissait tout de même important, enfin au départ tout au moins, puisque déjà la semaine dernière vous avez un petit peu situé le personnage. Aujourd'hui vous l'avez cerné davantage. Et je pense que je ne sais pas combien de temps il nous reste actuellement pour achever cette émission. Je ne sais pas si nous pouvons continuer encore ou pas. Je vais demander ça à nos techniciens. Mais je pense que nous pouvons dès maintenant abréger cette émission, puisqu'effectivement on vient de me faire signe qu'il y a très peu de temps qui nous reste. Alors si vous le voulez bien, nous allons reporter à la semaine prochaine. Bien, la pensée, la pensée, la philosophie même de Paracelse. Il me semble en effet qu'il serait difficile et un peu paradoxal de couper, parce que tout se tient.
Bernard Douairet, je vous remercie pour cette présentation de Paracels et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour entrer davantage à la fois dans la personnalité, dans la vie et aussi finalement dans les travaux de la pensée de Paracels. Bernard Douairet, merci et nous souhaitons à nos auditeurs un excellent après-midi.